Nous recevons l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec avec son président, M. Dominique Ricard, le vice-président, M. Jacques Pinchot, vice-président à la discipline et déontologie, et Maître Alain Rousseau. Alors, messieurs, bienvenue dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité, je vais présider cette assemblée ce matin. Vous connaissez nos collègues, Mme Nicole Gibault, oui, qui est avec nous, M. Alexandre Matte, Bonjour. M. Louis Côté, et Mme Jennings est absente ce matin, elle a eu un empêchement, elle siège également au comité. Alors, votre mémoire et les documents en annexe ont été déjà distribués aux membres du comité qui en ont pris connaissance. Maintenant, vous disposez d'une dizaine de minutes pour faire une présentation des points saillants. Je me permets, lorsqu'il va rester une minute, au besoin, de vous le signaler. Et par la suite, on s'engage dans une discussion d'une vingtaine de minutes sur des points que les membres souhaiteraient approfondir avec vous. Maintenant, pour prendre la parole, vous connaissez les fonctionnalités maintenant de lever la main de façon à ce qu'on puisse bien gérer la dynamique du groupe. Alors, M. le Président, sans plus tarder, je vous laisse vous présenter, vous et vos collègues, et par la suite, lorsque vous serez prêts, on démarrera le 10 minutes de présentation. Alors, la parole est à vous. parfait. Bonjour, merci de nous recevoir. Mon nom est Dominique Ricard, je suis président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Je vais laisser mes collègues se présenter. Jacques Pinchot, vice-président à la discipline et à déontologie à l'association. Maître Alain Rousseau, avocat principal pour l'Association des policiers provinciaux du Québec. Merci. Alors, M. Ricard, vous avez la parole pour les 10 minutes. Parfait. La PPQ tient à remercier le comité consultatif chargé de procéder aux consultations dans le cadre de ce livre vert de l'opportunité qui lui est donnée de faire valoir son point de vue concernant la réalité policière au Québec. À cette fin, la PPQ a procédé à un vaste sondage de l'ensemble de ses membres afin qu'ils aient un mot à dire et ainsi vous communiquer leur perception de la réalité policière au Québec en 2020. La PPQ s'est adjoint les services d'un expert de l'ENAP concernant la mesure de l'efficience des différents services de police au Québec afin de procéder à une étude portant sur la mesure de cette efficience. Parmi les enjeux actuels mentionnés au livre vert, on retrouve l'exercice de la profession et le bien-être des policiers. Ainsi, la PPQ s'est adjointe également les services d'une experte de l'Université du Québec à Rimouski. Cette dernière a procédé à une recherche portant sur un inventaire des pratiques et des besoins des membres de la PPQ en matière d'intervention post-trauma, la réalité policière telle que perçue par les policiers. Comme mentionné, avant d'entreprendre la nécessaire réflexion qu'exige ce mémoire, la PPQ a décidé de sonder la perception de ses membres sur la question suivante. Quelle est donc cette réalité policière au Québec? Les sondés ont alors été partagés selon qu'ils appartiennent à la famille de la surveillance du territoire ou encore à la famille des enquêtes criminelles. Ainsi, 1638 membres ont participé à ce sondage. La gendarmerie, les besoins de formation des patrouilleurs. Près de 75 des répondants considèrent que leur formation est déficiente lorsqu'il s'agit de conduite d'urgence et d'intervention auprès des personnes dont l'état mental est perturbé. Une formation spécifique et complète devrait être diffusée dans un délai raisonnable à l'ensemble des patrouilleurs concernant les interventions auprès des personnes dont l'état mental est perturbé. À cette fin, une augmentation des effectifs concernant les formateurs en emploi de la force sera opportune afin que nos membres puissent avoir une formation adéquate et à jour de ce type d'intervention. Quant aux interventions policières au niveau des individus mentalement perturbés, les policiers disent également être mal outillés afin de répondre adéquatement à ce type d'intervention. Tout particulièrement, ceux-ci font référence à la nécessaire distribution du pistolet à impulsion électrique et à sa formation afférente, lesquelles ne sont pas suffisamment élargies. De même, une perception favorable à l'installation de caméras corporelles est certainement un autre élément qui revient le plus souvent dans les commentaires reçus. De plus, plusieurs répondants ont une crainte dominante de faire des erreurs lors de leurs interventions et d'être accusés par la suite en discipline, en déontologie ou pire encore au niveau criminel. Dans ce contexte, à la question « Trouvez-vous les ressources humaines suffisantes pour intervenir auprès des individus perturbés ?» La réponse « Non » par 72 des répondants. Les besoins d'effectifs policiers et la charge de travail. Une grande majorité d'entre eux dénoncent le manque récurrent d'effectifs dans les unités, augmentant d'autant la charge de travail, de même que leurs conséquences en termes de temps supplémentaire et d'épuisement. Nous avons procédé à une analyse de l'évolution des effectifs à la Sûreté du Québec affectés à la patrouille entre 2001 et 2019.
Afin d'atteindre le taux d'encadrement de 1,28 policiers affectés à la patrouille par 1000 habitants de 2001, la Sûreté du Québec devrait procéder à l'ajout de 304 policiers supplémentaires affectés à la patrouille pour l'ensemble de son territoire. De plus, il apparaît dans nos vérifications que le nombre d'appels par policier affectés à la patrouille aurait augmenté de 127 %. Cette situation démontre bien l'efficience des membres de la Sûreté du Québec, considérant au surplus que le taux de criminalité au Québec est maintenant un des plus bas au Canada. Toutefois, nous sommes d'avis qu'un équilibre est nécessaire et surtout demeure encore à trouver entre l'efficience et la surcharge des effectifs en place. La santé psychologique des policiers. À ce sujet, une majorité des répondants soutient qu'un support psychologique devrait être offert d'emblée aux policiers après chaque événement traumatisant sans attendre que celui-ci demande de l'aide. En fait, nombreux sont les répondants qui soulèvent la piètre qualité du programme d'aide aux employés offert actuellement. Pourtant, au Québec, la Maison La Vigile, située à Québec, offre un accueil pour les porteurs d'uniformes en détresse. Cet établissement jouit d'une excellente réputation dans la communauté policière. Financée uniquement sur une base privée, cette maison mérite certainement un appui plus conséquent et récurrent. Ainsi, étant donné sa vocation première, nous croyons fermement que cette maison devrait aussi aider financièrement par le MSP, ce qui pourrait éventuellement servir à implanter une maison dans la région de Montréal et même offrir un véritable programme d'aide au personnel adapté aux policiers. À ce propos, comme mentionné, la PPQ a retenu dans le cadre de cette grande réflexion entourant le livre vert les services de spécialistes en la matière afin de brosser un portrait de la situation concernant les besoins et la ressource en matière d'intervention post-trauma. Le résultat de cette étude met en partie en lumière les mêmes revendications que celles qui sont ressorties lors de notre sondage auprès de nos membres, à savoir notamment l'importance de la Maison de la Vigile comme étant un enjeu, que les intervenants soient familiers avec le travail policier et les besoins de suivi psychologique annuel. Longueur des délais. Surtout, il ne faut pas négliger l'impact psychologique évident des trop longs délais lorsque les procédures judiciaires ou quasi-judiciaires sont engagées à leur encontre. Les bureaux d'enquête. Les résultats du sondage en ce qui a trait aux enquêteurs sont similaires en ce que la formation continue semble pratiquement absente de leur environnement. En effet, celle-ci serait déficiente et non planifiée selon 69 % des répondants. Quant à l'instauration d'équipes mixtes, il est intéressant de noter que 73 % des répondants considèrent souhaitable que le MSP oblige les organisations policières à former des équipes mixtes d'enquêteurs lorsqu'elles le jugent à propos pour des secteurs d'activité particuliers, ce qui semble être le principal obstacle à une utilisation plus répandue de ces équipes mixtes. Les communications publiques de leur organisation. Quant aux communications, lorsque l'intervention policière est remise en question, les enquêteurs semblent du même avis que leurs collègues de la gendarmerie, indiquant notamment que le mutisme de leur organisation est déplorable et souvent perçu comme un désaveu. La carte policière au Québec. Nous croyons important de vous rappeler que la stabilité de la carte policière était au cœur même du projet de la plus importante réforme des organisations policières au Québec, instaurée à compter de l'année 2001. En conséquence, il nous apparaît impératif de ne pas faire en sorte qu'une ouverture du MSP à un élargissement des ententes de desserte entre services de police de petite envergure donne lieu à une instabilité de la carte policière et à des coûts qui y sont associés. La tarification des services de la Sûreté du Québec. Notre analyse du règlement sur la tarification des services de la Sûreté du Québec nous amène à l'évidence que plus la richesse foncière uniformisée d'une municipalité est élevée, plus les coûts de la Sûreté du Québec pour une desserte seront élevés. Il s'agit quant à nous de mesures d'équité imparables envers les autres municipalités dont la richesse foncière est beaucoup moins élevée et dont les revenus de taxation sont d'autant plus restreints. Au surplus, nous sommes d'avis que le rehaussement du financement des services policiers par le gouvernement du Québec l'année dernière, à la hauteur de 50 % des coûts engendrés, est une mesure qui devrait normalement faire en sorte de calmer les ardeurs de ceux qui remettent en question la teneur du règlement sur la somme payable par les municipalités. Portrait actuel de la desserte policière au Québec. Il est intéressant de constater que les objectifs proposés par la réforme de 2001 ont en grande partie été réalisés dans ce qu'il convient d'appeler la phase 1 de l'intégration de plus de 1500 policiers municipaux au Québec à la Sûreté du Québec. Il est intéressant également de préciser qu'entre les années 2001 et 2015, 49 municipalités ou régies ont aboli leurs services de sécurité publique afin que leur territoire soit pris en charge par la Sûreté du Québec. À ce jour, seulement 3 municipalités de moins de 50 000 de population ont décidé de maintenir leurs services de police. Finalement, à titre d'information, le Québec compte actuellement 10 villes de 100 000 habitants ou plus. Position de la PPQ pour l'avenir.
La réforme de 2001 en est venue à son point de maturité et nous croyons que cette dernière doit entrer dans une deuxième phase où la Sûreté du Québec serait appelée à fournir les services de niveau 1 pour tout territoire de municipalité où la population à desservir est de 100 000 habitants et moins, qui est en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal. Cette proposition, si elle devait être mise de l'avant, aurait pour effet de maintenir une desserte de services policiers municipaux pour les localités suivantes: Québec, Lévis, Laval, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, Gatineau, Saguenay, Couronne-Nord et Sud de Montréal. De plus, si cette proposition devait aller de l'avant, cela donnerait lieu à l'intégration à la Sûreté du Québec des services de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Saint-Jérôme, de même que ceux de la MRC des Collines et de la régie de la MRC de Memphremagog, desservant respectivement environ 50 et 35 000 de population. De plus, le maintien de la Sûreté du Québec à titre de seul corps policier offrant les services supplétifs au sens de la loi sur la police nous apparaît comme un incontournable. Non seulement l'expérience a su démontrer son efficacité et son utilité, mais le maintien d'une expertise sans cesse en développement, notamment en termes de ressources humaines technologiques et de déploiement de la Sûreté du Québec puisse être pris ce service. En conclusion, la PPQ considérait comme important que cet exercice de consultation ne soit pas une affaire d'experts, d'élites ou d'initiés externes au milieu policier. C'est pour cette raison que la PPQ a procédé à un vaste sondage auprès de l'ensemble de ses membres policiers. Relativement à la carte policière, notre position est et a toujours été de favoriser l'absence de fragmentation de cette desserte policière afin de respecter avec raison ce qui était au cœur de la réforme de l'année 2001. Au surplus, nous sommes d'avis que cette réforme de la carte policière doit se poursuivre en ce qui a trait de convenu d'appeler une deuxième phase par la possibilité pour la Sûreté du Québec de desservir les localités pour les services de niveau 1 dont la population est de 100 000 habitants et moins en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal. Ceci aurait pour effet de conserver 10 corps policiers municipaux au Québec et de diminuer d'autant la fragmentation de la desserte policière. Finalement, vous vous en doutez certainement, le bien-être psychologique de nos membres est au cœur des préoccupations. Nous osons espérer que l'étude effectuée par la professeure Deschênes de l'UQAR aura une suite et saura intéresser les principaux interlocuteurs du domaine. En terminant, nous désirons remercier grandement les membres du comité consultatif, de même que nos interlocuteurs du MSP, de l'attention qu'ils porteront au présent mémoire de notre association. Merci, M. Ricard. Vous êtes une discipline irréprochable juste dans le 10 minutes. Alors, cela dit, je pense que ça met la table, la discussion que nous allons avoir. Alors, j'inviterai les membres si vous avez des questions. Monsieur Alexandre Matt, on commence avec vous. Oui, bonjour. Vous avez parlé de formation continue pour les policiers, entre autres en santé mentale et en utilisation emploi de la force. Votre sondage vous a-t-il permis de déterminer le rappel, ce serait quoi, annuel, aux 2 ans, aux 3 ans? En fait, il n'y a pas de rappel vraiment précisé. En fait, c'est d'avoir un maintien. Le problème actuellement, c'est la capacité de nos formateurs. On a un nombre restreint. D'ailleurs, c'est une de nos recommandations. On manque de formateurs et la formation est vraiment diversifiée. Il y a plusieurs axes. Donc, évidemment, il y a des formations avec des rappels annuels et je pense que ça devrait s'intégrer dans une formation continue et des rappels des différentes mesures et des différentes orientations que l'organisation ou que le ministère veut prendre pour être capable d'aider ces gens-là, les gens plus vulnérables. OK, mais en termes de temps pour les rappels, vous n'avez pas fixé de période précise? Je pense qu'annuellement, il devrait avoir, et là, tout dépendant le format, mais je pense qu'annuellement, il devrait avoir des rappels concernant ça. Mais comme je vous dis, ça s'intègre dans différentes formations et souvent, différentes formations sont connexes. Surtout quand on parle d'armes intermédiaires, bien souvent, il y a différents aspects qui sont traités de façon connexe à cette formation-là. Peut-être préciser dans votre question, c'est que nous avons, et c'est statutaire, des programmes de requalification, ce qui amène en soi une charge pour nos formateurs. Et là, il y a des nouveaux programmes qui doivent s'imposer et pour lesquels il est urgent que l'ensemble de nos policiers et policières soient dûment formés dans les plus brefs délais. Et actuellement, avec les ressources qu'on a, on peut prévoir que ça pourrait prendre 5 ans. C'est inacceptable. Il faut ramener ça à l'intérieur de 2 ans. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il doit y avoir absolument des centres de services de formation Est-Ouest et d'avoir un octroi supplémentaire de formateurs, ne serait-ce que d'avoir des formateurs auxiliaires pour s'occuper de la requalification du tir et des autres formations. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs caractéristiques où on a besoin de formation, mais aussi la maîtrise de nouveaux équipements,
notamment le TASER. Et là aussi, on a des besoins criants. On a des besoins non seulement en formation, mais également de plus d'équipements pour avoir une uniformisation au niveau du territoire de la Sûreté du Québec. Merci. Ça va, M. Matt. Mme Gibault. Oui, bonjour, messieurs. La formation, ça va être ma première question. La formation est au centre de toutes les rencontres qu'on a eues, que ce soit public, privé, forum, les gens, le public en général, les citoyens. Mais ce n'est pas sur la formation des armes qu'on entend que les policiers ont besoin. C'est pas pour la confiance du public, là, ça c'est une chose. On entend beaucoup plus que la formation continue devrait se faire dans des pistes de sensibilisation, au niveau émotif, de tout ce qui engendre le travail des policiers, mais autre que le maniement des armes, puis le taser, etc. Là. Alors, mais quelles sont les conséquences? Parce que, comme par exemple, dans les formations, si vous ne faites pas partie d'un ordre professionnel, mais dans des ordres professionnels, il y a des 15 heures, 20 heures, 30 heures obligatoires dans différentes sphères, mais il y a une conséquence à ça. Alors ici, si les policiers ont des formations continues, oui, ça va en formation d'armes, on en convient, là, mais en d'autres choses qui touchent la société beaucoup plus près. Alors, quelles sont les conséquences que vous pourriez suggérer? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui est fait, là. Bien, en fait, excusez, je ne voulais pas vous interrompre. En fait, là, ma position par rapport à ça et notre position, c'est que, évidemment, il y a une loi sur le 1% de la formation au Québec et je suis convaincu, de par le grand éventail de ce qu'on doit faire. On est des travailleurs sociaux, on est des premiers intervenants, on doit contrôler la sécurité publique et on est convaincu que cette norme-là est insuffisante dans le domaine policier. Donc, évidemment, il faut rehausser ça. Une des difficultés, puis mon collègue, M. Pinchot, l'a évoqué très bien, c'est que vous parlez des armes intermédiaires et de ces différentes formations-là, c'est tous les mêmes gens qui les donnent. Et c'est pour ça qu'on demande d'avoir des effectifs supplémentaires pour être capable d'avoir des gens qui donnent ces formations-là. M. Pinchot disait qu'on a pour 5 ans pour la formation, j'ai beaucoup d'informations sur cette nouvelle formation-là qui va changer la façon de travailler les policières et policiers et qui va vraiment dans le sens des attentes du public. Et nous autres, on veut mettre de l'avant. Actuellement, là, bon an, mal an, on a environ 20 000 interventions auprès de gens vulnérables ou avec les états mentaux perturbés. Et si on prend un déploiement du plan actuel sur 5 ans, ça veut dire qu'on pourrait attendre environ 100 000 interventions avant que le dernier policier ou la dernière policière soit formé. C'est complètement inacceptable. C'est pour ça qu'on demande d'être capable d'avoir ces éléments-là, ces ressources-là pour être capable de faire la formation. Facile d'imposer soit des conséquences ou des normes minimales aux organisations policières. Parce qu'on se comprend bien, là, quand on en parle dans le mémoire, nos agents, là, nos gens sur le terrain, nos membres, ils en veulent de la formation. Ils veulent avoir les outils pour éviter de poser des gestes qui seraient pas, qui ne répondraient pas aux attentes du public. Donc, ça, c'est vraiment un élément. Je pense que le 1% est une des problématiques. Je pense qu'il faut qu'on rehausse ça et qu'on mette une norme plus élevée. Si vous permettez, pour aller plus loin, vous avez totalement raison avec votre corollaire sur des autres ordres professionnels. Je pense qu'effectivement, la formation, ça a toujours été l'enfant pauvre. Quand il y a des coupures administratives, des coupures, on va toujours aller là. Et malheureusement, effectivement, il faut aller plus loin que juste les utilisations de base comme l'arme à feu, là. Il faut aller plus loin dans notre intervention. Il y a une complexité du travail policier, il y a une clientèle qui est là et il y a une quête de légitimité de l'intervention policière. Nos policiers et policières, vous le savez, sont assujettis quand même au niveau de la déontologie policière, qui est un corollaire aux ordres professionnels à sa façon. Et ce que je veux vous dire, c'est que je pense que oui, il devrait y avoir des formations statutaires. Il y en existe, entre autres, en matière d'enquête criminelle, lorsque quelqu'un devient enquêteur. Il y a un cadre qui est prévu à la loi aussi avec l'École nationale de police. Mais pour les gens du territoire, les patrouilleurs, là, à ce moment-là, c'est laissé un peu aux soins de chacune des organisations. Et je vous rappelle également qu'il y a beaucoup de rapports de coroner qui ont fait l'objet de recommandations sérieuses et pour lesquelles l'École nationale a répondu favorablement pour monter les programmes. Mais malheureusement, pour des questions d'efficacité, de coût, je pense que les organisations policières ne sont pas au rendez-vous.
Et là, actuellement, ben, moi, ce que ça fait, ben, moi, mes membres, ben, souvent peuvent se retrouver exposés à des procédures alors qu'ils ne demandent pas mieux que d'avoir les outils, les alternatives à la force létale et les formations appropriées pour désescalader une intervention de manière, justement, à ce que tout le monde soit content des interventions policières. Alors, alors, je peux juste être votre questionnement, madame. Merci beaucoup. Ça va, Mme Gibault. Monsieur Côté, c'est à vous. Bonjour. Félicitations en passant. Vos élections sont terminées. Merci. Et une campagne électorale, c'est jamais quelque chose de très, très reposant, je présume. Écoutez, vous parlez beaucoup là-dedans que vous avez fait référence au professeur Dupont sur l'efficacité questionnable, disons, de la police communautaire versus la stratégie de résolution de problèmes. Comment vous voyez ça au niveau de la Sûreté du Québec, autant au niveau des postes que des enquêtes? Au niveau de la stratégie dans la résolution de problèmes, bien, Oui. évidemment, ce qu'il faut, c'est avoir une meilleure intégration des différentes ressources et un meilleur réseautage. Je pense que la carte policière actuellement a permis de consolider tout ça et d'éviter d'avoir plusieurs services de police qui travaillaient en silo et en regroupant l'ensemble des services, mais ça permet une meilleure communication, un meilleur transfert d'informations pour être capable de mieux traiter au niveau de la criminalité des différents territoires. OK. Mais au niveau de la gendarmerie? Je ne suis pas convaincu, je comprends votre question. Je suis désolé, M. Côté. Au niveau de la gendarmerie, l'approche de la résolution de problèmes, dans le fond, c'est être en contact avec ses partenaires, autant civils que policiers, même autres s'il faut, pour s'assurer qu'une problématique est bien identifiée, que tout le monde travaille dessus. Comment vous voyez un déploiement comme ça à travers tout le Québec, même si on sait que dans certains endroits, ça se fait, vous le mentionnez dans votre mémoire? Bien, en fait, c'est qu'il faut vraiment axer sur cette approche-là. Il y a une problématique au niveau des ressources. Là, je vous le dis tout de suite, on en fait état parce que la population grandit, la diversité aussi sur différents territoires. Évidemment, ça prend des programmes qui sont plus proactifs avec des contacts, du réseautage auprès de la population, auprès de différents groupes pour permettre de répondre aux besoins. Et là, la problématique, c'est que les procédures sont de plus en plus complexes et on manque d'effectifs. C'est pour ça qu'on en fait rapport là-dedans pour peut-être aller davantage sur cet aspect-là et donc permettre de répondre mieux aux besoins sur le terrain. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser les confrères consoeurs. Je vois que M. Matt a une question. Ben écoutez, je vais en poser une avant M. Matt. En fait, c'est deux questions sur le BEI. Dans votre mémoire, vous dites qu'il faut reconnaître la nature criminelle des enquêtes du BEI et rattacher à ça des droits, etc. Est-ce que toutes les interventions ou toutes les enquêtes du BEI, est-ce qu'il faut comprendre qu'il faudrait que ça soit de nature criminelle, même si dans certains cas, ça peut être discutable dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je veux savoir sur les allégations criminelles qui sont enquêtées donc à l'interne, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de transférer tout ce qui est allégation au BEI? Je vais laisser M. Pinchot répondre parce que c'est vraiment son département. Bon, bien, écoutez, première des choses, au niveau du BEI, c'est clair qu'actuellement, on a des difficultés concernant le traitement, le déroulement. Et il y a des recours judiciaires actuellement qui est fait, mené par les deux associations, la Fédération et la Fraternité policière de Montréal, et nous sommes également partie intervenante là-dedans. On demande des modifications au niveau du gouvernement pour améliorer le cadre des droits à une défense pénale entière. Et oui, il y a la matière à l'instant judiciaire, mais on voit des écarts marquants dans les pratiques de d'autres provinces en matière d'enquête indépendante et on veut simplement avoir les mêmes droits constitutionnels prévus dans le cadre de ce type d'enquête. Pour votre deuxième question sur l'élargissement, on est en désaccord avec le fait que le BI puisse élargir, ne serait-ce qu'en raison des délais. Actuellement, on a près de plus de 13 mois de délai en moyenne. Et donc, il y a des cas plus longs, des fois plus courts, mais c'est ça. Et ça ajoute des délais au niveau de la DPCP qui est plus de 6 mois souvent en moyenne. Alors, vous comprendrez qu'ils ont déjà ça, là, et les délais sont extraordinairement trop longs. Alors, de vouloir élargir ça, je ne comprends pas. Deuxième chose, qu'on regarde un peu ce qui se fait au niveau des normes professionnelles par les corps de police, au niveau des termes d'allégation, puis vous allez voir
il y a effectivement beaucoup de procédures. Vous voyez les médias comme moi. Il y a beaucoup d'éléments que, quand c'est non relié au travail, bien, je pense que la justice suit son cours et tout se fait conformément, que ce soit avec les procédures criminelles, les procédures disciplinaires, déontologiques, le cas échéant. Alors pour moi, je pense qu'actuellement, ils devraient prioriser à faire leur travail avec la meilleure efficacité puis dans les plus prompts délais. Ça, je pense que c'est important. Et nous, les policiers, on veut simplement le respect des règles d'équité procédurale. C'est ni plus ni moins qu'on respecte nos droits et surtout aussi que lorsqu'on fait une rédaction de rapport, bien, qu'on ait le droit de consulter effectivement toutes les pièces, les preuves qui peuvent être mises en notre disponibilité pour faire notre rapport. Là, actuellement, il y a des éléments contradictoires par rapport aux pratiques. On veut des clarifications, on veut des balises claires au niveau du Bureau des enquêtes indépendantes et c'est pour ça qu'il y a des recours actuellement. Et c'est la raison pour laquelle on a soumis quand même à la ministre un mémoire pour expliciter d'emblée l'ensemble de la problématique. Maître Rousseau, vous voulez ajouter? Oui, juste une précision, si vous le permettez, relativement à votre questionnement, quant à savoir, est-ce que c'est toutes les enquêtes du BEI qui devraient être reconnues comme étant de nature criminelle? Mais moi, je vous soumettrais qu'à partir du moment où, de l'aveu même du BEI dans son rapport annuel, la seule question dont il faut se poser, c'est de déterminer si une infraction criminelle a été commise ou non et de remettre le dossier au CPC pour savoir s'il va porter des accusations ou pas. C'est exactement ce que tous les policiers de la province qui font les enquêtes criminelles se posent comme question lorsqu'ils font une enquête. Donc, on n'a pas à discriminer quel type d'enquête devrait être reconnu comme étant de nature criminelle ou pas. Puis, lorsqu'on regarde également les législations des autres provinces, on est la seule province qui ne reconnaît pas ça, qui ne reconnaît pas les droits des policiers en vertu de la charte lorsqu'ils font l'objet d'une enquête de leur BEI selon l'appellation qu'ils ont chacun dans leur province. Et c'est la même charte des droits qui s'applique. Donc, on ne comprend pas pourquoi, à notre niveau, au Québec, on est traité supposément sur une enquête de nature administrative, alors que la question qui est posée, c'est de vérifier s'il y a eu crime ou pas et de donner ça au DPCP pour qu'il porte des accusations. Donc, c'est ça la position qu'on a développée. Okay. Bon, mais merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Votre micro, oui. Bon, je m'excuse. Vous avez mentionné tout à l'heure l'intégration des villes de moins de 100 000, donc 7 corps de police qui, en principe, ira du côté de la Sûreté du Québec. Ce qu'on entend beaucoup des élus, c'est la difficulté des policiers de la Sûreté du Québec de s'intégrer ou d'être présents sur le terrain. Ma question davantage, est-ce que ces policiers-là des corps de police municipaux qui seraient intégrés chez vous pourraient rester sur leur territoire? Tout à fait. J'en suis un exemple. Avant d'être libéré de façon permanente au niveau de la PPQ, je suis un policier intégré de Shawinigan et j'ai été obligé, là, dans le cadre de cette intégration-là, il y avait des particularités de partir 2 ans sur un autre territoire, mais en 2016, j'étais enquêteur de poste à Shawinigan, je suis originaire de là et je suis demeuré là, je demeure encore là d'ailleurs. Fait que oui, il y a une possibilité, il n'y a pas d'obligation. Souvent, ce qui amène le mouvement, c'est les opportunités de carrière qu'on a à la Sûreté du Québec qui ne sont pas disponibles dans des corps de police de plus petite envergure. OK. Peut-être en complément. Je prends un exemple tangible, Thetford Mines. Je pense qu'il y a un poste de sûreté sur le territoire de la ville et il y a bien sûr le poste de sûreté municipale. Advenant une intégration, il va y avoir, je crois qu'il y a rationnement du personnel, il va y avoir trop de personnel. Bon, qui va avoir la priorité? C'est les gens de la sûreté ou les gens du corps de police municipal? Je peux vous dire, là, évidemment, les chiffres, mais habituellement, il n'y a pas de priorité. Ce qu'on offre dans ce genre de situation-là, c'est des opportunités. Donc, les gens qui veulent quitter, parce qu'il y en a des fois des gens avec des opportunités, ont des priorités de placement dans notre système pour pouvoir accéder soit aux enquêtes criminelles ou dans différentes fonctions, en technicien scène de crime. Écoutez, il y a au-dessus de 100 emplois différents à la Sûreté du Québec. Fait qu'il n'y a pas de gens, puis je vous le dis là, pour l'avoir vécu, il n'y a pas de gens qui sont poussés. C'est plutôt fait sur le volet de l'opportunité et les gens le font de façon volontaire. OK, merci. Ça va, M. Vatt. Maître Rousseau, vous avez actionné, levé la main. Est-ce que vous vouliez intervenir? Je voulais juste simplement mentionner que le fait que les policiers municipaux demeurent dans leur secteur dans les premières années, c'est la règle.
Et souvent, par attrition, comme le mentionnait Dominique, par attrition, il y a des postes qui se libèrent et il y a des ordres de priorité pour des placements. Donc, on n'a jamais vu de problème à ce niveau-là tel que soulevé par M. Matt. Merci. Madame Gibault. Oui, rebonjour. Considérant qu'il y a des recours devant les tribunaux pour les revendications que vous avez mentionnées, le droit, la charte, le respect, le droit au silence, une défense pleine et entière, tous des termes auxquels on est assez familier. Mais quel est ça commence, là, les procédures, c'est parce que peu importe les recommandations ou non, ou les revendications que vous auriez au MSP, je veux dire, il faut attendre le résultat des courses devant les tribunaux jusqu'aux dernières instances, j'imagine, parce que je sais même pas, c'est rendu où, là, je sais que c'est un vœu, là, mais si le tribunal décidait, à moins que ça soit par changement législatif, puis qu'on recommence à zéro, j'imagine, ça doit être ça. Maître Rousseau? Oui, justement. Le fait qu'il y ait des recours devant les tribunaux, c'est face à la situation de droit telle qu'on la vit présentement. Inévitablement, ça passe par un changement législatif et même réglementaire, puisque les autres législations ont passé par règlement pour encadrer le déroulement des enquêtes indépendantes. On est déjà doté d'un règlement de cette nature-là. Il faudrait juste regarder ce qui se passe un peu en Ontario ou dans les autres provinces et on retrouverait très facilement une façon d'encadrer les enquêtes du BEI par le biais d'une modification au règlement qui ne nécessite pas, à mon avis, un changement de la loi sur la police en tant que telle. Mais comme complémentaire, si vous me permettez, c'est juste que souvent, dans ce genre de... Parce que je ne connais pas la nature exacte là, des paragraphes, je n'ai pas vérifié évidemment tout ça, là, mais souvent, dans le cadre de ces recours-là, il y a beaucoup de blabla juridique, puis il y a des suggestions, puis il peut y avoir des pistes de solutions exposées dans ces jugements-là qui peuvent aller jusqu'à... C'est pour ça que je me disais, je sais que ça va régler le passé, pas le futur. Exactement. Mais c'est sûr que... Avez-vous une idée quand est-ce que... C'est long, c'est vrai que c'est long devant les tribunaux, là. Et avec la crise sanitaire cette année, ça a donné aussi des délais supplémentaires. Puis il ne faut pas oublier également que parallèlement à ça, on a je vous le dis, là, une grosse préoccupation, c'est sur les délais. Les délais qui créent beaucoup d'anxiété. On a une étude du policier face à la plainte qui démontre que la médiatisation et les délais, c'est anxiogène, c'est impact sur la santé psychologique. On demande beaucoup à nos policiers et policières, puis je pense que c'est la moindre des choses que de faire preuve de célérité. Et si on est capable de encadrer des délais clairs dans un règlement, je pense que ça serait bon pour tout le monde. Juste en terminant sur cette question-là, ce recours-là vise avant tout à régler le futur en l'absence de modification législative. OK. Je comprends. Monsieur Côté. Moi, je vais vous parler des enquêtes complexes, des enquêtes, je dirais, extrêmement pointues en termes de, je vous dirais, de connaissances. Comment vous voyez la possibilité de travailler conjointement avec le privé, autant au niveau du financement que de partage de ressources, pour régler des problématiques comme, par exemple, vous savez, comme moi, on parle beaucoup de cybercriminalité aujourd'hui, il semblerait qu'on est à l'aube des problèmes. Et comment vous voyez, est-ce que, pour vous, est-ce que vous seriez d'accord avec ce type de partenariat et de prêt de service même entre certaines organisations privées et la Sûreté du Québec? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des domaines de pointe, des domaines hyper spécialisés où c'est difficile d'avoir des ressources qui sont, ou d'avoir beaucoup de ressources. Et dans le volet technique, évidemment, il y a toujours les policiers, il y a le volet légal. On a travaillé, on a des gens qui ont des bonnes connaissances dans ces domaines-là. Mais souvent, quand on s'en va dans le domaine pointu, ça prend des formations qui sont longues et spécialisées. Et je pense qu'un partenariat peut être productif et efficient pour tout le monde. Une sous-question par rapport à ça. Ces gens-là, puis il semblerait que ce n'est pas un domaine qui va s'éteindre demain matin, là, qui va durer et perdurer. Comment vous voyez le ramassement de carrière à la Sûreté du Québec, ces experts-là reconnus même nationalement?
Écoutez, tout dépendant, c'est que la réponse n'est pas nécessairement si simple que ça. Par contre, parce que souvent, quand tu es dans un créneau hyper spécialisé, ça devient difficile. On a des gens, il y a déjà eu des situations qui ont été faites comme ça au début des années 2000 et les gens ne sont pas demeurés nécessairement dans le créneau dans lequel ils avaient été engagés parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière au niveau de la Sûreté du Québec. Ce qui amène une force, c'est la diversité aussi. Donc, ça permet à des gens d'amener des nouvelles connaissances et ça donne une force à l'organisation. Fait que souvent, si on cloisonne, bien, ça peut complexifier aussi au niveau de la mécanique de placement de notre système. Je vais préciser ma question. Si un expert rentre dans un domaine particulier, est-ce qu'il pourrait être agent de la paix ou policier? Et est-ce que vous pourrez éventuellement devenir à la direction de ces... Parce que vous savez, tantôt vous avez parlé des opportunités pour les policiers municipaux qui adhèrent à la Sûreté du Québec. Les civils, c'est la même situation pour eux, surtout avec une expertise tellement pointue, tout le monde se les arrache. Comment on va garantir un avancement de carrière à la Sûreté du Québec? Puis quelle est votre position là-dessus? Bien, en fait, nous, ce qui est un enjeu beaucoup, c'est quand les gens arrivent dans un rôle d'agent de la paix, il y a une grosse connaissance du terrain qui est importante. Parce que quand on fait des enquêtes, bien, nos gens ont un processus où ils débutent sur le terrain et cette connaissance-là, cette façon de voir les choses-là est transportée tout au long de la carrière et permet d'aller dans des profils de gestion. Fait que souvent, cet aspect-là, sur le volet agent de la paix, il faudrait voir comment ça peut s'intégrer. Est-ce que ça peut permettre avec des gens spécialisés de diriger des domaines spécialisés? Je ne vois pas nécessairement d'objection, mais évidemment, tout dépendant du cadre qui pourrait être appliqué à ça. Là, je ne veux pas freiner nécessairement les opportunités de carrière des gens qui auraient un profil différent. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs éléments à considérer dans ce cadre-là. OK. Ça va, M. Côté? Oui. Une petite question rapide sur, parce que là, le temps file, les équipes mixtes obligatoires. Est-ce que c'est parce que la participation des municipalités, ça vient d'une autre enveloppe, là, on comprend des municipalités. Est-ce qu'il y a des réticences malgré qu'ils touchent une partie du fruit de la criminalité? Si vous les rendez obligatoires, il y a un problème de participation des corps de police municipaux aux équipes spécialisées? Oui, souvent, c'est un enjeu financier. En fait, souvent, les organisations, à libérer quelqu'un pour participer, parce que souvent, ces équipes-là sont dirigées soit par la Sûreté du Québec ou, tout dépendant le domaine, ça peut être le SPVM, donc ces grandes organisations-là. Et là, souvent, il y a une réticence à laisser aller des gens, puis là, perdre quelqu'un et le payer. Souvent, c'est une question de financement. Ce n'est pas nécessairement une question d'efficience. Souvent, les enjeux là, qu'on a directement dans ce domaine-là, c'est relié souvent au financement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Peut-être M. Côté en terminant? Justement, par rapport au financement, on comprend que c'est à peu près 80% du salaire qui est financé, c'est ça? J'ai malheureusement pas le chiffre là, pour vous éclairer. Vous voulez dire par rapport aux équipes mixtes? Oui. Moi, ce que j'avais, c'était plus que ça, là, mais je vous dis, sous toute réserve, je n'ai pas le chiffre sous la main. Là. OK. Ça va, mais écoutez, messieurs, ça compléterait la rencontre de ce matin. Merci beaucoup. Merci d'abord pour la qualité de votre mémoire et les documents afférents, les 24 recommandations que vous nous avez soumises. Merci des échanges également. Ça a permis d'éclaircir un certain nombre de choses. Et merci pour votre contribution aux travaux du comité. Nous, ça va nous permettre de cheminer, ça va nous permettre de nourrir notre réflexion. Alors, c'est bien apprécié. Merci de vous être prêté à l'exercice. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci Parfait, beaucoup. M. le Président. Bonne journée. Merci. 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 Merci, au revoir. Merci. Au revoir.